Who's next? Hey, ما عندنا تقول. تقول ما عندنا. حسن فاهم. لا كده. Okay. Ismail Yusuf. Katia. Okay. Ismail Yusuf. Who's Ismail Yusuf? Je vais commencer par ce qu'il est pour moi. Avant toute chose, pour nous, les Djiboutiens, surtout jeunes, c'est un sportif. Et connu surtout au sein de la communauté afar, plus particulièrement de Tajoura, par Monsieur Ismail, parce que je pense qu'il était prof à Tajoura. Je me rappelle Ismail, wallahi, markii ugu dambeysay aan arkay Ismail oo ka qayb galaya wax ku saabsan xaaladda Djibouti. waxaan xasuustaa isagoo la sawiran ilaa uu naxariistay Ahmed Dini. Je pense que c'était lors d'une conférence, une manifestation à Arhiba. Et ça, c'était vers la fin des années 80, je pense. Depuis, Ismail, de Sanu Garan, inkastou anaka des leaders dans la société à Ottawa, waxaanu maanta aragnaa inuu yahay président ururka UDDS, Union des Djiboutiens pour la démocratie sociale. Anu partiga waxaanu arkaa parti de la diaspora, parce que comparé aux fruits, comparé à la coalition de l'USN, je pense que c'est un parti issu de la diaspora et créé à Ottawa même. Marka waxaan inta ku sii dheeraanba en tant que professionnel waanu garanayna Ismail inuu maanta commission scolaire ka magaalada madaxda Ottawa oo meel weyn kaga jiro oo intuu noo karayana oo nagu caawin karayana as a Djiboutien, juste avec un rôle de leader et doyen de la société où nagu caawiya. inta kale ku saabsan de UDDS ta ona ku dheeraan isagaan usoo dhawanaya Mike soo dhawow Ismail Yusuf. Quand il parle de doyen, je pense qu'il y a l'âge qui est inclus là-dedans. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je veux remercier Axio et les organisateurs de cette conférence. Je voudrais féliciter aussi nos autres conférenciers qui sont présents ici aujourd'hui. J'espère que cette conférence ne va faire des petites conférences et que ceci serait le prélude à d'autres organisations, à d'autres conférences et des réunions au sein de laquelle donc, la diaspora et les Djiboutiens et les Djiboutiennes, nous ne l'oublions pas, comme l'a souligné Warren, nos femmes ont un rôle important, non seulement dans la lutte politique, mais aussi dans le développement économique d'un pays. Je pense que la Banque mondiale avait dit les pays, qu'ils soient d'Afrique ou d'Amérique latine, les pays qui ont un développement conséquent sont les pays qui incluent les femmes dans que ce soit au niveau de l'éducation et au niveau de l'économie. Ceci dit, je pense que le thème de la conférence est le rôle de la diaspora, qu'elle soit ici en Amérique du Nord, à Ottawa, au Canada ou aux États-Unis, ou ailleurs bon, dans ailleurs dans le monde. On sait qu'il y a énormément de Djiboutiennes et de Djiboutiens qui ont immigré, qui ont quitté Djibouti, parce que bon, la situation politique qui prévaut dans notre pays ne permet pas que un épanouissement de nos citoyennes et de nos concitoyens. Donc ceux-ci ont immigré et on les retrouve partout, en Amérique du Nord, en Europe,
et partout dans le monde. Donc, moi, ce que je pense, le rôle de la diaspora, il y a d'abord un engagement et un engagement politique. Je pense qu'il est important que nous ayons cette conscience politique. Je pense que bon, ceux qui sont là aujourd'hui l'ont démontré. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait beaucoup plus de Djiboutiennes et de Djiboutiens présents dans cette salle pour montrer que ce qui se passe à Djibouti en ce moment est quelque chose qui nous touche et que nous avons à cœur la situation politique que traverse notre pays. La deuxième chose pour moi qui est importante, c'est l'unité. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, Djibouti, que ce soit bon, sous la colonisation ou avec bon, l'avènement de l'indépendance en 1977, nous avons été, il y a eu un clivage qui a été instrumentalisé. Donc, à l'époque de la colonisation, on était on montait les communautés les unes contre les autres, les Afars contre les Somalis, ensuite ça a été Afars, Somalis et les Issa, une ethnie, et ceci ne s'est pas arrêté là. Maintenant, à Djibouti, ce sont des sous-clans. Donc on voit que cette unité-là n'est pas là et n'existe pas. Alors il est, à mon sens, très important que nous construisions cette unité au sein de notre communauté. Je vais revenir à l'engagement et l'engagement politique. Et je vais vous parler de mon cas comme engagement. Je pense que Hussein avait parlé de l'UNACAS, l'Union nationale des étudiants de la côte Afar Somalie. Et quand je suis arrivé en 1974-75 en France, il a été tout à fait naturel pour moi. Je pense qu'en 74-75, certains d'entre vous ne sont même pas nés ici. Quand je suis arrivé en France, il était tout à fait naturel que je me retrouve au sein de l'UNECAS, que je milite au sein de l'UNECAS. Et j'ai été un membre responsable de la section de Bordeaux, parce que moi j'étais à Bordeaux. Alors à l'époque, ce n'était pas l'indépendance de Djibouti, on luttait justement pour l'avènement de l'indépendance à Djibouti. Donc on organisait des manifestations, on écrivait des tracts, on sait que l'on lançait, mais notre lutte n'était pas simplement cantonnée à la lutte pour Djibouti, mais nous avions épousé d'autres luttes. Je me rappelle très bien avoir manifesté contre l'apartheid. Et à un moment donné, nous avions lancé un boycott contre les Oranges, les Outspan, qui venaient de l'Afrique du Sud. Nous soutenions les différentes luttes qui se menaient à travers le monde, que ce soit dans les pays latino-américains ou ailleurs. On soutenait tous les peuples opprimés. Et c'était ça mon engagement. En 1981, je suis rentré à Djibouti en 1985 et j'ai été enseignant. Donc j'enseignais à Tadjoura pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été muté à Al-Sabir pendant 1 an et je suis rentré à Djibouti. Et à Djibouti, il y a eu un événement. Un événement, c'était l'événement du Café de Paris, où, à un moment donné, on me dit « Ismaël Youssouf est recherché ». Et là, je me dis « Ismaël Youssouf est recherché ». Je n'en revenais pas, je me disais « Pourquoi suis-je recherché ?» Au fond, il y a eu une confusion entre deux noms. Donc, il y avait un autre Ismaël Youssouf, mais les gens m'avaient dit que j'étais Ismaël Youssouf. Mais ce qui m'avait frappé, c'était l'arbitraire. Il n'y avait rien, c'était tout simplement
le gouvernement avait choisi, comme il l'avait fait à d'autres occasions, et je me rappelle, bon, tu sais, que ce soit l'historique ou les jeunes du NPL avaient été, si vous voulez, pointés du doigt, et où il y avait une répression, bon, tu sais, qui s'en était suivie. Donc le gouvernement avait ce genre, si vous voulez, de politique qu'il menait, où il y avait quelque chose qui était perpétré, et moi je suppose, par le gouvernement lui-même, pour, si vous voulez, mettre en place une répression à l'égard, bon, tu sais, d'une communauté ou d'un groupe politique. Donc à ce moment-là, on était quatre amis, et on s'est dit, quand certains jeunes que nous connaissions avaient été emprisonnés, ils avaient été torturés, mais vraiment torturés, et certains pendant des mois n'arrivaient même pas à mettre une culotte. Ils étaient en maus pratiquement toute la journée, tellement ils avaient été battus et torturés à mort. Donc, je me suis dit, je ne peux pas accepter ça, il faut que je fasse quelque chose. Et à ce moment-là, nous avons créé dans la clandestinité le parti UDD, l'Union pour la démocratie djiboutienne, des démocrates djiboutiens, et nous avons lancé notre premier manifeste, où nous stigmatisions les travers du gouvernement et le fait qu'il instrumentalisait, qu'il mettait en pratique certaines pratiques qui faisaient qu'on profitait pour marginaliser des communautés et surtout pour torturer certaines communautés. Donc, UDD. Ensuite, il y a eu, si vous voulez, il y avait la rébellion du Frud, l'avènement, si vous voulez, du multipartisme avec le changement de la Constitution. Et naturellement, j'ai intégré le FUOD, qui est le Front uni de l'opposition djiboutienne, qui regroupait les partis politiques d'opposition qui n'étaient pas ceux qui avaient participé au jeu politique, qui s'étaient légalisés. Donc, j'étais le vice-président, et le président, que Dieu ait son âme, était Yaram Cheikh, à qui j'ai énormément de respect. Donc, j'étais vice-président du FUOD. Et lorsque, à la conférence d'Addis Abeba, où les partis d'opposition, le FUOD et le FRUD s'étaient rencontrés à Addis Abeba, au retour de la conférence, Cheikh avait été mis en prison. Donc, de facto, je me suis retrouvé le président par intérim du FUOD. Donc, j'ai continué à militer et, si vous voulez, continuer être à la tête du FUOD, jusqu'à ce qu'en 1994, je parte, j'émigre, ici au Canada. Mais pendant toute cette période, ça a été une période difficile pour moi et pour tout opposant djiboutien, parce que ça a été la menace constante. On venait me voir, on m'envoyait des personnes, des cousins, des oncles, etc., pour me dire, Ismaël, qu'est-ce que tu veux? Et au début, je ne comprenais pas. À la fin, je leur ai dit, moi, je ne veux rien. Moi, j'ai un emploi, mon épouse a un emploi, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais par contre, moi, ce qui m'embête, c'est ce qui se passe autour de moi. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un changement dans ce qui se passe dans ce pays. Donc, je suis arrivé ici, et finalement, quand je suis arrivé ici, je vous l'avoue, j'avais quitté un peu la politique. Je me suis dit, bon, je m'installe ici, dans mon nouveau pays, le Canada, et je vais travailler. Donc, j'ai commencé à travailler, comme vous autres, et la politique, je l'ai laissée un peu de côté.
En 2010, je suis retourné à Djibouti. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'état de délabrement, tu sais, du pays. Ce n'est pas l'état de délabrement de l'économie. C'est la perte d'identité de nos concitoyens et de nos fonds. Quand tu arrives à Djibouti, ce qui te frappe, c'est que les gens n'ont plus cette fibre citoyenne. Les gens ont tellement été déstructurés. Les gens ont tellement été dépersonnalisés qu'ils ont perdu. Vous savez ce qui caractérisait les Djiboutiennes et les Djiboutiens? La solidarité et l'humanité. À Djibouti, maintenant, on parle. Tu sais, on vous parle de trucs d'horreur. On vous dit, il y a une femme qui vient accoucher à l'hôpital. On lui dit, on ne t'accouchera pas si tu ne payes pas 5000 francs. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Elle est sur le point d'accoucher et elle n'aura pas l'aide nécessaire parce qu'elle n'a pas 5000 francs à payer. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas le fait que, bon, tu sais, le système ne fonctionne plus. C'est que les gens sont arrivés. Parce que les gens vivent au quotidien. Vous savez, une fois, il y avait un missionnaire qui était parti, il était en Haïti. Et il dit, vous savez ce qui me frappe en Haïti? Il dit, c'est la façon dont les gens vivent. Il dit, ils vivent comme des animaux. Et quand il disait ça, vous savez ce qu'il disait? Vous savez, les animaux, ils mangent maintenant, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir, ou ils ne sauront pas ce qu'ils vont manger demain. À Djibouti, c'est ce qui arrive à la majorité des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Ils ont un repas maintenant, mais ils ne savent pas s'ils vont avoir un repas ce soir ou s'ils auront un repas demain matin. C'est ça ce qui arrive à Djibouti et à nos Djiboutiennes et Djiboutiens. Donc, ça a été le déclencheur. Donc, je suis revenu ici et je me suis dit, il faut que je recommence. Il faut que je fasse quelque chose. Et quand certaines personnes m'ont approché pour me dire, écoute, on veut faire quelque chose, je me suis dit, absolument, je vais me réengager et je veux parler de Djibouti et de ce qui se passe dans notre pays. Donc, d'où la création de l'UDPS. Le nom n'est pas un hasard. Quand on parle de démocratie participative, vous savez, un gouvernement, une dictature comme celle de Djibouti, quand elle déresponsabilise les gens, quand elle ne les fait pas participer, elle les déresponsabilise, et c'est là où les gens perdent cette fibre citoyenne. Ils ne se sentent plus responsables. Nous, on dit, il faut que ce soit une démocratie participative. Les Djiboutiennes et les Djiboutiens doivent participer à toute décision qui les concerne. Le pouvoir doit revenir aux citoyens. Doit revenir aux citoyens. Quand les gens sont responsabilisés, ils prennent soin de leur environnement et ils prennent soin de leur économie. L'UDPS propose un projet qui assure le bien-être et la prospérité de toutes les Djiboutiennes et de toutes les Djiboutiens. Nous voulons que tout le monde puisse. Nous exigeons le respect scrupuleux des droits de la personne humaine et l'élimination de toute discrimination. C'est tout à fait fondamental. Je pense que Warren en parlait. Il est essentiel que nous ayons une démocratie qui respecte les droits de la personne. Nous ne pouvons pas voir des personnes qui sont torturées, des personnes qui sont emprisonnées, des personnes qui sont privées de leur liberté, tout simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion politique.
Nous demandons l'instauration d'un pluralisme politique. On ne dit pas il faut qu'il y ait deux partis, il faut qu'il y ait un parti, il faut qu'il y ait, on laisse aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens la liberté de s'organiser et de choisir ceux qui vont les diriger. On ne s'est pas consulté, mais je pense que Warren avait parlé de quelques statistiques. Au niveau de l'économie, vous savez, le Djibouti n'a jamais eu autant d'argent. On parle d'un PNB de 2011 de plus de 2 milliards de dollars. Le profil, je vais vous parler du profil de pauvreté. Donc, 2 milliards. Pauvreté extrême. Quand on parle de pauvreté extrême, ça veut dire des personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. 24,7% de la population djiboutienne vit avec. Ça veut dire 25%, c'est une personne sur 4 vit avec moins de 1 dollar. Pauvreté relative, c'est 2 dollars par jour. 45,9, c'est pratiquement 50%. Une personne sur 2 vit avec moins de 2 dollars par jour. Taux de chômage, 59%. C'est 2007, l'estimation. 59% de la population urbaine et 83% en zone rurale. Ça veut dire quand on quitte Djibouti, 83% de la population est au chômage. Et ce chômage-là touche essentiellement nos jeunes. C'est-à-dire, c'est le futur de demain. Ça, c'est le ministère, les statistiques qui ont écrit. Je vais vous le lire. En 1995, les principaux indicateurs du développement humain durable, le taux de scolarisation brut, le taux de mortalité infantile et infanto-juvénile et l'accès à l'eau potable ont enregistré une dégradation continue. C'est le ministère de l'économie et des finances, chargé de la privatisation. Je le cite, ce n'est pas moi qui ai inventé. Je ne l'ai pas pris à la Banque mondiale. C'est le ministère de l'économie qui a écrit ce rapport. Warren parlait de indice de développement humain. Classement de l'IDH sur 173 pays. Nous sommes au 149e. Vous savez, l'IDH au Canada, 0,911. À Djibouti, 0,44. Éducation. Taux de scolarisation dans le primaire, 42% en 2002. Je n'ai pas les statistiques plus loin. Et toutes ces statistiques que je vous donne, elles ne proviennent pas, elles proviennent de documents qui ont été élaborés par le gouvernement djiboutien. Taux d'abondance scolaire dans le primaire, CM2, 27,2 en 2002. Entre la 6e année et la terminale, 21%, il y a 21% entiers qui arrivent à la terminale. Taux de transition entre le primaire, c'est-à-dire 48%. Donc ça veut dire, entre le primaire et le moyen, il y a 50% de ces élèves-là qui quittent le système. Ce sont des jeunes qui se retrouvent, et je suis certain que vous avez tous entendu parler. Nous avons des problèmes de gang à Djibouti. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui sont désœuvrés. Et moi, je pensais que ce phénomène-là était un phénomène urbain, c'est-à-dire de la ville de Djibouti. En 2010, je suis allé à Tadjoura.
à Tadjoura, il y avait un problème de gang. Parce que les jeunes, quand ils quittent l'école, il n'y a aucun emploi pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont désœuvrés. Ils prennent du cat et comme ils n'ont rien à faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas rien à faire. C'est qu'il n'y a pas d'espoir. Ce sont des jeunes qui ont perdu l'espoir. Quand tu perds l'espoir, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, de toute façon, je n'ai plus de place dans ce pays. Taux de mortalité infantile, 102 pour 1000. Taux d'infantalité, mortalité infantile, 146 pour 1000. Population ayant accès à l'eau potable en milieu urbain, 91%. Mais dès qu'on va dans les zones rurales, c'est 50,9%. Pour la bonne gouvernance, si vous voulez, j'ai écrit un article sur la gouvernance dans notre site web de notre partie udds.org, vous pourriez regarder. On est à la 94e position. Et on a obtenu une note de 36% pour la bonne gouvernance. Notre pays est miné par la corruption. Et la corruption, elle prend sa source au plus haut niveau de l'État. On parle de la corruption, bon, tu sais, ouais, du fonctionnaire, mais le fonctionnaire ne l'a pas inventé. Le fonctionnaire sait que son directeur fait des malversations. Le directeur sait que son ministre est impliqué là-dedans. Et ça va monter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous allons tenir un congrès au niveau de l'UDS au mois d'octobre. Et nous allons faire des propositions. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une réforme du système éducatif. À Djibouti, aujourd'hui, le système éducatif est en panne. Vous savez, dans le système éducatif, la personne qui a le plus d'influence sur les résultats des élèves, c'est l'enseignante et l'enseignant qui sont devant les jeunes. À Djibouti, nos enseignantes et nos enseignants, soit ne sont pas payés, soit ils sont mal payés. Un exemple, ici, en Ontario. En Ontario, il y a 10 ans, l'éducation tirait un peu de la patte. Le gouvernement de l'Ontario de McGuinty a investi énormément d'argent dans le système éducatif. Au dernier résultat de PISA, le programme international du suivi des acquis, de la 13e place, je pense qu'on est passé à la 4e place. Donc ça veut dire que quand un gouvernement prend en main les choses et veut faire une différence, il met les moyens et il arrive à des résultats. Donc, cette volonté chez nous n'existe pas. Développement du secteur privé, c'est là où les emplois se font. Ce n'est pas la fonction publique. La fonction publique, elle est saturée. Il n'y a même plus assez de chaises. Quand j'étais à Djibouti, vous savez ce que disaient les jeunes? Ils disent dans les bureaux, on prend des tours. Aujourd'hui, moi je viens le lundi, le mercredi, toi tu viens jeudi, bon tu sais, mardi, parce qu'ils disent, c'était une plaisanterie, mais ils disent, c'est parce qu'il n'y a plus assez de place. À Djibouti. Donc, ce qui est là, c'est que ce n'est pas, il faut qu'il y ait un secteur privé. Mais pour cela,
il faut qu'il y ait, on parle de la diaspora, il y a des jeunes ici qui ont des idées, qui ont peut-être l'argent, qui voudraient entrer, mais il y a peut-être des Canadiens qui voudraient aller à Djibouti, investir, mais comment vont-ils le faire quand le niveau de corruption a atteint un sommet sans précédent? Donc, on parle d'économie, on parle d'éducation, on parle d'environnement. Il faut que nous prenions, et dans tout développement, il faudra que le développement durable soit au cœur de nos décisions. Il faut qu'on tire des leçons de ce que les autres pays, surtout les pays développés, ont par lequel ils sont passés, pour que nous puissions en tirer des leçons. Santé et bien-être social, très important. Nous avons un Vox Populi sur notre site web. Nous voulons la participation de toutes les Djiboutiennes et tous les Djiboutiens. Vos idées sont les bienvenues. Vous êtes bienvenus au sein de l'UDDS. Je pense que ce qui est important, c'est qu'au-delà des clivages qui ont été et qui sont des clivages qui sont à l'origine de ce que nous avons vécu dans notre pays, il faut que nous passions au-delà de ce clivage et que nous nous retrouvions. Il est important que nous mettions nos énergies ensemble si nous voulons que notre pays sorte du marasme économique et social dans lequel il est plongé. Nous demandons, comme UDDS, à ce que tous les prisonniers politiques soient libérés, sans exception. Qu'on arrête l'emprisonnement des personnes parce qu'ils expriment tout simplement leur point de vue. Je termine en disant que vive les Djiboutiennes et les Djiboutiens, vive la République de Djibouti. Merci.